Et tous, oui, vous m'entendez bien, tout va bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ces journées, puis merci à Vincent Jarlier pour la présentation précédente où on va retrouver des choses notamment sur l'environnement, donc c'est intéressant. On commence tout de suite, je vais essayer d'être dans le timing. Donc animaux, environnement, humain, une seule santé, on va essayer de se poser la question de ces liens entre la santé animale, la santé humaine, la santé des écosystèmes, de travailler un peu sur cette approche une seule santé et One Health, de regarder à travers plusieurs exemples de gestion actuelle des maladies infectieuses émergentes, et puis de se demander quelles pourraient être les autres pistes pour prévenir les émergences infectieuses, en allant notamment vers ce qu'on appelle l'écologie de la santé, qui mobilise d'autres perspectives, notamment des perspectives écologiques, évolutives et écosystémiques en santé. Donc, premièrement, quels sont les liens entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes ? On peut commencer à le voir ici, ça va vous rappeler des choses. Donc, quels sont les liens entre les santé de ces chauves-souris dans une grotte en Asie du Sud-Est, entre ce patient atteint de pneumonie en Chine, à Wuhan, ce patient atteint de sida au stade terminal en Afrique du Sud, quel est le lien avec ces visons élevés pour leur fourrure aux Pays-Bas, ou encore ces eaux usées dans lesquelles circule un mystérieux virus aux États-Unis, ou encore ce cerf au Canada qui est atteint par un virus également. Vous l'aurez reconnu, c'est le virus SARS-CoV-2 qui a circulé dans ces différents compartiments du vivant pour causer la pandémie mondiale. Autre exemple, un peu moins connu, quel est le lien entre ce jeune enfant en Afrique centrale atteint par une maladie qui ressemble un peu à la variole avec une forme gravissime, ce chimpanzé dans un parc naturel, une réserve en Côte d'Ivoire qui est également atteint par une maladie pustuleuse, ou ce chien de prairie aux États-Unis en 2003 qui a également été atteint par une petite maladie pustuleuse, et puis ces hommes en France en mai 2022 qui ont présenté cette même maladie. Cette fois-ci, c'est le monkeypox, donc Mpox, variole du singe, qui a émergé en Afrique dans les années 70, puis qui s'est répandu aux USA en 2003 par des animaux de compagnie, et puis en mai 2022 qui a causé une épidémie mondiale. Donc on le voit, encore une fois, circulation d'un virus au sein de tous les compartiments du vivant. Donc on le voit, le lien entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes, les zoonoses sont le parfait exemple de ces liens. Il y a une circulation des agents infectieux entre tous ces compartiments. 60% de nos maladies infectieuses et 75% des maladies infectieuses émergentes sont considérées comme des zoonoses, donc transmises de l'animal à l'humain et de l'humain à l'animal. Quelque chose qui est un peu moins dit, c'est le lien entre toutes ces santé, c'est aussi le partage d'un environnement, d'un même milieu, et la porosité de nos mondes, la cohabitation, la succession de différentes espèces sur les mêmes territoires, et forcément des transmissions qui en occurrent. Donc effectivement, les zoonoses sont le meilleur moyen de penser ce continuum entre différentes espèces, avec ce qu'on appelle donc le passage de la barrière interespèce entre les animaux et les humains. Donc on va s'intéresser un peu plus à ce passage de la barrière interespèce, qu'on appelle aussi spillover, donc passage de l'humain à l'animal, et parce qu'il peut se faire de différentes façons. Il peut se faire entre deux animaux entre eux, il peut se faire par l'intermédiaire de l'environnement, par l'intermédiaire d'un vecteur, comme un moustique ou une tique, et puis par l'intermédiaire de d'autres animaux également. Ce qui nous semble important de revenir aujourd'hui, pour commencer à réfléchir ensemble, c'est qu'on parle beaucoup de ce spillover depuis l'animal, c'est-à-dire depuis le contact direct avec un animal. Et en faisant ça, souvent, on stigmatise des chasseurs, des braconniers, des gens qui consomment de la viande de brousse. Et on s'intéresse beaucoup moins, il y a un véritable continent inexploré, des multiples contacts indirects avec les animaux, c'est-à-dire à travers l'environnement, par exemple avec le contact avec des fécesses animales ou avec des urines animales, avec des restes alimentaires, des fruits prémâchés, ou avec l'eau de baignade, l'eau de boisson quotidienne. Et donc on s'intéresse souvent moins à ce partage d'environnement quotidien qui peut être responsable de zoonoses. Donc, ce passage de la barrière interespèce, finalement, on se rend compte qu'il se produit souvent. C'est-à-dire que ces spillovers, donc passage d'un animal sauvage à un animal domestique ou à un humain, ils se produisent assez souvent, mais souvent ils sont des impasses. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se propager, ça va pas aller plus loin, donc on ne va pas le détecter. Et puis parfois, ça passe en épidémie et en pandémie. Vous voyez de quoi on parle. Et ce qui est aussi important de discuter, c'est le phénomène de rétrozoonose, c'est-à-dire le passage de l'humain vers l'animal, c'est-à-dire le retour, qui peut être aussi très dangereux pour les espèces, on le verra.
Ce qui nous intéresse beaucoup, et bon, vous devez déjà un peu le savoir, c'est ces déterminants des émergences infectieuses. Là, vous voyez une courbe qui montre qu'il y a toujours eu des maladies infectieuses émergentes, il y a toujours eu des épidémies, on le sait, là c'est très récent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a, depuis les années 2000, qui est zoomé ici, une accélération et une multiplication de ces émergences infectieuses qui sont directement corrélées avec plusieurs déterminants. Et le Covid nous a permis de nous en rendre compte. Il y a un rôle important de l'usage des terres, de la déforestation pour mise en place de terres agricoles et de plantations le plus souvent. La déforestation, elle est aussi à l'origine de fragmentation des habitats des animaux sauvages et donc de vulnérabilité ou de disparition de leur habitat. Il y a également le commerce d'animaux sauvages et la consommation qui est mise en ligne de mire. Nos transports globaux et la majoration drastique de ces transports, et puis le changement climatique, on va revenir un peu sur tout ça. Donc il y a des études faites par Serge Morand, notamment, qui est un écologue de la santé, qui montrent bien cette corrélation entre la majoration des épidémies zoonotiques et vectorielles avec la déforestation et la majoration des surfaces dédiées aux plantations, notamment de palmiers à l'huile. Mais c'est vrai que c'est toute notre chaîne de production qui interagit et qui impacte ces maladies infectieuses émergentes. Je vais aller assez vite sur cette partie parce que là, je pense que c'est des choses qui sont un peu connues et le but, c'est d'aller aussi un peu plus loin que tout ça. Autre déterminant des émergences infectieuses et qu'il est important de prendre en considération, c'est l'extinction massive à laquelle on assiste, la défaunation. Quand on regarde la répartition de la biomasse animale terrestre, je pense que vous connaissez, mais je pense que c'est des choses aussi importantes à montrer aux élèves, on voit que l'humain et son bétail sont devenus la majeure partie de cette biomasse et que les animaux invertébrés sauvages ne sont plus qu'une infime partie. Et on le sait, une forte biodiversité est corrélée avec une forte diversité de maladies, c'est-à-dire qu'il y a plein de maladies. Par contre, une forte diversité en danger est un plus grand nombre d'épidémies. Donc ce que je disais, les spillovers, ça arrive souvent. Par contre, le fait que ça devienne autre chose, c'est en lien avec ces pertes de biodiversité. Autre phénomène que vous devez connaître, mais qu'on fait rapidement ce matin, effectivement, les écosystèmes, que ce soit des écosystèmes aquatiques ou terrestres, sont normalement composés de diverses strates avec des producteurs, des consommateurs, des prédateurs, et étaient normalement des écosystèmes diversifiés, variés, avec plusieurs fonctionnalités. L'Anthropocène et notre époque sont caractérisés par des écosystèmes fortement simplifiés, avec disparition de la plupart des prédateurs, simplification et homogénéisation des autres strates, et puis prolifération de certaines espèces plus opportunistes, qui sont souvent les vecteurs de maladies infectieuses émergentes, comme les rongeurs ou les insectes, qui prolifèrent un peu dans nos interstices. Autre phénomène important, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Je vais juste le décrire très rapidement, mais on va dire que quand, par exemple, une souris malade d'une maladie transmise par une tique se fait mordre par une tique, elle va transmettre à cette tique. Si on est dans un écosystème diversifié, cette tique va rencontrer différents hôtes, des hôtes sensibles et des hôtes non sensibles, et donc finalement elle va transmettre qu'à un hôte sensible, ça va diluer un petit peu la maladie. Si un humain passe par là, il a peu de chances d'être en contact avec cette hôte-là. Par contre, dans un environnement avec une diversité très altérée, on va rencontrer tous les hôtes non sensibles vont avoir disparu, et on va se retrouver avec cette prolifération par exemple de rongeurs qui sont sensibles à cette maladie, et si l'humain passe par là, pour le coup, il va avoir une grande chance de rencontrer un animal malade. C'est ce qu'on appelle donc l'effet dilution, qui est un effet important en termes de maladies infectieuses émergentes. Dernier déterminant, les changements climatiques. On en a tous entendu parler. On a entendu parler notamment de la crainte qu'il y a avec la fonte du permafrost en Arctique qui pourrait libérer de nombreux virus, notamment virus de variole, le charbon, l'anthrax, qui est une maladie qui a été libérée en 2018 chez des rennes et qui a causé la mortalité d'une grande partie d'élevage de rennes, mais aussi d'un enfant de population sami. Et puis, des choses aussi également connues, c'est les vecteurs et la répartition des vecteurs qui changent avec le changement climatique, avec des tiques ou des moustiques qui remontent parce que leurs conditions d'habitabilité sont réunies plus au nord ou plus en altitude, exposant des populations naïves à de nouvelles maladies. Et quelque chose qui est également moins connu et qui est sorti en 2022, c'est que le changement climatique favorise aussi le déplacement d'espèces sauvages de façon un peu chaotique, et qui fait que des espèces sauvages vont rentrer en contact en mélangeant leur virome
et pour produire des choses qui ne sont pour l'instant pas forcément connues et qui pourraient produire des nouveaux virus. Autre chose qui est un peu moins connue, c'est le rôle des événements extrêmes en termes d'émergence infectieuse. Après chaque inondation, il y a effectivement plein de maladies hydriques qui sont mises en évidence, mais ce dont je voudrais vous parler, c'est une autre maladie qui était moins connue et qui est apparue avec les grands feux qui ont eu lieu au Canada il y a 2 ans, où en fait on s'est rendu compte qu'il y a des maladies contenues dans le sol, des champignons, les coccidiodomycoses, qui, à l'occasion des feux de forêt, ont contaminé d'une part les pompiers, mais également à distance par les fumées d'autres populations, en créant des pneumonies assez graves. Voilà. Donc, même les événements extrêmes favorisent également la libération de bactéries ou de champignons dans le sol. Donc, voilà, je rappelle juste qu'on est sur une fine particule de la Terre qui permet notre viabilité et qu'on est en train de dépasser les limites. Et je crois malheureusement que ce schéma est ancien, parce que je pense que nous avons dépassé plus de limites encore que celle-ci. On va le dire avec le sourire aujourd'hui. Mais ce que je veux surtout rappeler dans ces schémas, c'est la complexité des émergences infectieuses. Et ça, c'est quelque chose qui manque un peu dans les approches médicales ou épidémiologistes, puisque souvent, on a tendance à, pour expliquer un phénomène, le simplifier. Ça a été toute la procédure scientifique des dernières décennies. Alors qu'en fait, là, on a besoin de faire appel à toute la pensée de la complexité et les sciences des systèmes pour comprendre pourquoi une émergence arrive à un moment donné. Je ne vais pas rentrer dans le détail. 2 exemples d'émergence pour resituer un peu tout ça et voir les liens et la complexité. Le VIH, donc virus du sida, qui est donc un virus qui continue à sévir de nos jours. Il est apparu au vu et au su de tout le monde dans les années 80, mais en fait c'est un virus qui, on l'a vu maintenant avec la phylogénie, est apparu, est sorti, on va dire, de sa forêt dans les années 1920 au Cameroun, donc un virus de chimpanzé, le virus SIV, qui a contaminé des humains au Cameroun en 1920, donc très longtemps avant qu'on s'en rende compte. C'est ce qui a permis l'émergence de ce virus, parce qu'au Cameroun, c'est resté dans des petits villages, des petites communautés, ça aurait pu ne jamais passer plus loin. Ce qui a permis l'émergence de cette pandémie, c'est les remaniements importants qu'a subi l'Afrique dans cette période coloniale, et notamment en République démocratique du Congo. L'histoire, c'est des travailleurs camerounais qui viennent travailler à Léopoldville, donc l'actuel Kinshasa, dans les années 1920, qui arrivent dans Léopoldville, qui est une ville complètement, voilà, une émergence, comment on va dire, une ville totalement remaniée par les activités coloniales, l'extraction de bois, création de voies ferrées. Donc on fait venir beaucoup de travailleurs, on déstructure complètement la société. C'est des hommes qui viennent souvent seuls, leurs femmes ne sont pas là. C'est une ville, Brazzaville en 1940, c'est un sexe ratio de 3 hommes pour 1 femme. Donc vous voyez, c'est une ville complètement différente, avec une prostitution qui se met en place et qui a participé à favoriser l'amplification du virus. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est aussi les campagnes médicales qui ont favorisé cette amplification, puisqu'on traitait les gens pour des maladies vénériennes comme la syphilis par des injections avec du matériel non à usage unique, et on ne savait pas à l'époque que ça transmettait autre chose. Donc on a amplifié cette maladie, et puis ensuite il y a eu expatriation vers Haïti, puis les États-Unis, et c'est ainsi que ça a explosé. Mais pour comprendre, on va dire, cette origine écologique et la perturbation des écosystèmes socio-écologiques qui remontent aux années 20, 30, 40 de l'Afrique. Donc on voit la complexité de cette émergence. Autre exemple, l'émergence de la variole du singe, donc le Mpox. Donc c'était une maladie qui ressemble à la variole, qui a été découverte dans le contexte de l'éradication de la variole dans les années 80. Puisque la variole avait été éradiquée, on voyait des maladies avec des symptômes similaires mais un peu moins graves. C'est une maladie qui était cantonnée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et puis en 2017, cette maladie, elle s'est déjà un peu transformée puisqu'elle a atteint le Nigeria et des zones urbaines. Donc déjà, il se passait quelque chose. Et puis en mai 2022, elle a atteint le monde entier, notamment à travers la communauté homosexuelle. Et cette histoire de cette émergence, encore une fois, c'est plusieurs choses. C'est une maladie zoonotique qui est en lien avec des petits rongeurs arboricoles de type écureuil. Et en fait, qu'est-ce qui a favorisé son apparition et sa réémergence en 2022? C'est d'une part la baisse de l'immunité contre la variole, puisque c'est des virus de la même famille. Et donc quand on diminue l'immunité de la variole, puisqu'on ne vaccine plus et qu'il n'y a plus de variole, il y a d'autres maladies qui émergent.
Et puis surtout, encore une fois, un remaniement des socio-écosystèmes africains en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, avec une importante déforestation, la plantation de palmiers à huile dont les petits écureuils se nourrissent des fruits, donc quand on fait proliférer, ça fait proliférer les écureuils, et puis une urbanisation très importante avec un stockage alimentaire et des petits rongeurs qui également viennent plus au contact des populations en ville. On a tout pour une émergence. Donc ça, c'était un peu pour faire un topo général. Maintenant, si on va sur cette approche Une seule santé, donc l'approche One Health, qui est largement promue, donc on va dire qu'on était dans les années 70 dans une période d'euphorie des approches médicales, avec des approches curatives sur les maladies infectieuses qui marchaient. On a réussi donc à éradiquer la variole avec la vaccination. On pensait éradiquer le paludisme avec les insecticides. On pensait également avoir éradiqué pas mal d'infections bactériennes avec l'hygiène et les antibiotiques, on en a parlé juste avant. Et puis les années 80, patatras, émergence du virus du sida, réémergence de différentes maladies, de la tuberculose, des antibiorésistances et résistance aux insecticides et aux antibiotiques. Donc là, il y a un problème, il faut repenser les approches médicales et curatives, repenser nos liens avec le vivant et les agents infectieux. On lance l'approche One Health. Cette approche One Health, c'est une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique humaine, animale et environnementale, qui reconnaît l'interconnexion du vivant et les interdépendances et la complexité des crises. L'historique, on va dire que voilà, dans les années 64, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une alliance de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine au début, et que ça va rester dans les suites, puisque les approches environnementales auront du mal à faire leur place au sein de cette approche One Health. 2004, on crée vraiment le principe, notamment dans un contexte d'épidémie qui a touché à la fois des oiseaux et des humains, donc là, on comprend mieux le concept. Et puis, 2021, il y a un élargissement vers la santé environnementale pour essayer de l'inclure un peu plus, et là, on ne peut pas encore en dire grand-chose. J'essaie de passer vite. Donc, en pratique, cette approche One Health, elle est en place depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement pratique? Il y a effectivement une vraie interdisciplinarité, un vrai dialogue entre les disciplines. Il y a une prise en compte de la complexité des émergences, un vrai dialogue entre médecine humaine et médecine vétérinaire, et ce dont nous a parlé Vincent Jarlier ce matin sur l'antibiorésistance en est la preuve. Par contre, il y a vraiment cette absence de la composante environnementale, l'absence de les conceptions écologiques et évolutives. C'est une approche qui reste assez réactive et avec un manque de prévention primaire sur les facteurs de risque et les déterminants qu'on a vus tout à l'heure. Et surtout, plusieurs auteurs parlent de ça également, c'est qu'en fait, toute la recherche n'est pas vraiment, on va dire, configurée pour réussir à faire cette approche One Health en pratique, puisqu'on est dans des projets courts, où l'interdisciplinarité est favorisée mais pas forcément financée. Donc en fait, on se retrouve avec une difficulté, une limite pour étudier le fonctionnement des écosystèmes, des différentes populations sur le temps long. Deux exemples toujours sur le SARS-CoV-2 et le monkeypox pour voir si une approche One Health a vraiment été mise en place dans le cadre du Covid-19. On sait qu'il y a eu peu de séquençage des virus circulant chez les animaux, donc on n'a pas vraiment suivi ce qui se passait chez les animaux, notamment en Europe, alors qu'on sait que ce qui se passe chez les animaux peut nous revenir ensuite comme nouveaux variants. Il y a eu une rétrozoonose, donc passage de l'humain vers l'animal, qui a été effective au Canada chez différents cerfs, mais il n'y a pas eu, par exemple, très peu d'études chez les cervidés en Europe. On n'a pas vraiment fait attention à ça. Et puis, peu d'intégration du monde vétérinaire dans la gestion de la crise, et peut-être un manque de réflexion également sur les déterminants écologiques de cette crise et de celles qui peuvent arriver ensuite. Pour le Mpox, donc la variole du singe dont je parlais tout à l'heure, qui est arrivée en France en mai 2022, pareillement, il y a eu quelques, on va dire, des petits manquements de l'approche One Health. Il y a eu une mention très tardive du risque de rétrozoonose, c'est-à-dire d'humains qui pouvaient donner la maladie, atteints par la maladie, qui pouvaient la donner à leurs animaux de compagnie. On aurait dû mettre en place les animaux de compagnie, une quarantaine pour les animaux de compagnie, ça a été fait, mais un peu tardivement. Il y a eu la découverte du virus monkeypox dans les eaux usées, ce qui pose quand même de grandes questions, puisque des rongeurs peuvent être en lien avec ces eaux usées et donc se contaminer à ce moment-là, et il n'y a pas eu forcément de surveillance à ce niveau-là. Et puis peut-être ce manque de réflexion toujours sur les déterminants écologiques. Toujours dans cette approche One Health, on va essayer de prendre 3 exemples de la gestion actuelle des crises sanitaires pour voir un peu les limites de cette approche et aller ensuite vers ce qu'on pourrait proposer.
Donc, cette approche One Health, elle est centrée sur les agents infectieux. C'est-à-dire que, par exemple, ce programme-là, qui s'appelle Predict, qui est un programme qui est en place depuis un grand nombre d'années, un gros programme pour les zoonoses, il vise à étudier tous les virus présents chez tous les rongeurs, toutes les chauves-souris, parce que c'est un peu les animaux qu'on veut surveiller. Par exemple, en Asie du Sud-Est, parce que c'est aussi une zone qui paraît à risque d'émergence. Le but, c'est de constituer ces grosses banques de virus pour déterminer et prédéterminer des potentiels vaccins, des potentiels antiviraux. C'est une démarche, vous voyez, qui est assez... qui coûte beaucoup d'argent et qui coûte beaucoup de temps parce que c'est dantesque. Les approches actuelles, et on verra qu'on peut proposer peut-être autre chose, c'est-à-dire l'action sur les déterminants, par exemple. Les approches actuelles, elles sont ancrées dans le paradigme qu'on appelle biosécuritaire. Ça, vous en avez également toutes et tous entendu parler. Pour lutter contre les maladies infectieuses, on construit des murs et des barrières. On en reparlera ici. Il y a mise en place de kilomètres et de kilomètres de grillage pour lutter contre le passage de sangliers qui seraient porteurs de peste porcine africaine en Europe. Ça passe par l'éradication, le concept d'éradication, c'est-à-dire de virus, de vecteurs, de nuisibles ou de prédateurs. Et puis, vous le savez également tous, par l'abattage préventif ou curatif d'animaux d'élevage quand il y a suspicion d'épidémie de grippe aviaire ou pour le SARS-CoV-2 également. Voilà. Ces approches, on le voit, elles sont curatives, on cherche à traiter après, une fois que c'est arrivé, centrées plutôt sur les conséquences, réactives aux crises, et puis un peu à court terme, ce dont nous parlait, a conclu Vincent Jarlier tout à l'heure. 3 exemples. Le premier exemple, la grippe aviaire, dont vous avez toutes et tous dû entendre parler. Donc la grippe aviaire, c'est quelque chose qui fait très peur, qui depuis un moment pourrait être la prochaine pandémie, et notamment en ce moment, donc c'est très surveillé. Et puis vous savez tous qu'en 1918, c'était une grippe alors d'origine porcine, mais la grippe H1N1 qui a décimé la population mondiale. Ces grippes aviaires, d'où ça vient? Les premiers virus, qui sont des virus faiblement pathogènes, sont présents dans la faune sauvage et notamment les oiseaux. Et effectivement, le virus est probablement venu de là pour contaminer des élevages domestiques de volailles. Par contre, ce qui s'est passé dans des élevages domestiques de volailles, c'est l'émergence de mutations de ce virus, qui est devenu un virus hautement pathogène dans ces conditions favorables. Et ce virus hautement pathogène, il peut passer aux humains, mais il peut aussi repasser aux animaux sauvages et causer des problèmes, on va le voir. Donc depuis 2021, on est dans une crise assez importante, à une actualité très forte de la grippe aviaire H5N1, donc hautement pathogène, qui touche, vous le voyez ici, ça c'est les élevages domestiques en rouge et les oiseaux sauvages dans les zones grisées. Pour les oiseaux sauvages, on va le voir, c'est vraiment une cause massive, ça renforce l'extinction en cours des oiseaux qui n'étaient déjà pas en grande forme. Ça a vraiment décimé les colonies de foot bassante sur l'île de Sein, par exemple, qui étaient parmi les dernières colonies. Donc, ça renforce l'extinction en cours. Et au niveau de la faune domestique, ça crée tous les problèmes dont on entend souvent parler, et avec la mise en place de mesures biosécuritaires. Donc, on interdit l'élevage de plein air en pensant qu'il y a des liens avec la faune sauvage. Et puis, on met en place un abattage quasi systématique des élevages atteints, mais également en préventif. Donc, ces méthodes de gestion biosécuritaire, ce à quoi on aimerait réfléchir ce matin, c'est vraiment se dire, réfléchissons aux déterminants de cette maladie. C'est-à-dire que si c'est effectivement, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce sont les oiseaux sauvages qui retransfèrent aux élevages domestiques? Reposons-nous les questions collectivement pour que les mesures mises en place soient efficaces. Et effectivement, par exemple, en 2005, c'était une autre épidémie, mais on s'est rendu compte que les oiseaux sauvages n'avaient pas apporté ce virus hautement pathogène, donc n'étaient pas responsables. Et puis on se pose la question en fait aussi du rôle de transport d'animaux vivants ou morts entre élevages, qui est très répandu dans la filière d'élevage par exemple française, puisque les animaux naissent à un endroit, puis partent dans un autre élevage pour être engraissés et enfin sont amenés à l'abattoir. Et pareil, il y a l'équarrisseur qui passe d'élevage en élevage et qui peut propager également ces maladies. Donc, de la même façon, se poser la question donc, du rôle des migrations d'oiseaux sauvages qui pourraient amener le virus de grippe aviaire, par exemple d'Asie, vers l'Europe, et c'est des choses qui arrivent certainement, mais il y a aussi les transports et le rôle de transport à grande distance humains et commerciaux qui peuvent être mis en place. Et l'idée est vraiment juste de se dire,
Réfléchissons aux déterminants impliqués dans chaque épidémie pour donner les mesures efficaces. Parce que si on agit sur les oiseaux sauvages en claustrant les élevages, mais qu'en fait c'est l'équarrisseur qui amène l'épidémie d'un élevage à l'autre, on va être totalement inefficace. Et donc, la grippe aviaire, c'est un problème parce que on a eu là, dans les dernières années, une adaptation du virus aux mammifères, donc qui est passé des oiseaux aux mammifères, certains grizzlies qui ont été atteints. C'est donc un problème pour les humains, hein, puisque les prochains sur la liste, ce serait plutôt nous. Mais c'est également un problème, je vous le disais, pour des espèces sauvages qui sont déjà en voie d'extinction et qui sont en train d'être atteintes par cette pathologie. Deuxième exemple, la brucellose, qui est une maladie bactérienne qui est transmise des animaux domestiques vers l'humain, soit par le contact direct avec les litières, les placentas ou même le contact direct, ou par l'intermédiaire de la consommation de produits au lait cru. Cette brucellose bovine, la France en est indemne depuis 2005 grâce à la vaccination des élevages. Et puis, problème, 2012, 2 cas humains chez des enfants en Haute-Savoie, suite à la consommation d'un reblochon fermier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça ne s'est pas propagé plus loin. Donc là, grosse enquête. Donc l'élevage est retrouvé, l'élevage en question est retrouvé, les populations animales est abattue. Et puis on mène l'enquête un peu plus loin. Et en fait, on se rend compte que les bouquetins d'un massif qui s'appelle le massif du Bargy dans les Alpes sont atteints. Ça, c'est nouveau, hein, parce qu'on ne surveillait pas du tout la population de bouquetins. On n'avait pas du tout notion qu'ils pouvaient être porteurs de cette maladie. Donc là, ça a posé plusieurs problèmes, parce qu'on s'est mis à appliquer les mesures de gestion biosécuritaire, non plus à des espèces domestiques dans des élevages, mais à une espèce sauvage, protégée, et en plus réintroduite. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on a réintroduit les bouquetins depuis l'Italie, donc on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de choses pour réintroduire cette espèce qui se portait bien. Et là, on est en train de mettre en place des mesures biosécuritaires sur une espèce protégée. Donc on change un peu, ça travaille le paradigme biosécuritaire. Donc ça a été une grosse controverse scientifique. Je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à étudier avec les élèves, j'en parlais tout à l'heure. Parce que donc, des bouquetins ont été abattus. Ça a été très compliqué, hein, on abat les bouquetins depuis des hélicoptères. Ça met en danger aussi les personnes qui vont les abattre ou qui vont les chercher sur place pour faire des prélèvements. Et puis surtout, on s'est rendu compte que sur, par exemple, 61 bouquetins abattus, 3 seulement étaient séropositifs pour la maladie. Donc on a atteint des individus, on a tué des individus sains. Et puis autre problème, c'est qu'on s'est rendu compte que l'abattage peut potentiellement favoriser la dissémination, puisque là, c'était une seule population de bouquetins dans un massif prédéfini, et qu'en fait, lorsqu'on fait des tirs, ça fait que les bouquetins se splittent en plusieurs colonies et vont dans d'autres massifs avec la potentialité de contaminer d'autres bouquetins et donc, de contaminer d'autres massifs. Donc on s'est demandé si ces mesures non seulement étaient éthiquement compliquées, mais potentiellement contre-productives. Et puis surtout, ça pose la question on partage un même environnement avec ces bouquetins, ces bovins, notamment au niveau des alpages. Qu'est-ce qu'on fait entre ces conflits entre usage et protection des milieux? La question reste ouverte, hein, le but est juste de réfléchir ensemble autour de tout ça et de voir que le paradigme biosécuritaire est plus difficilement exploitable pour des espèces protégées. Dernier exemple, la peste porcine africaine, qui est une maladie qui n'est pas zoonotique, donc elle ne se transmet pas à l'humain. Par contre, elle contamine les cochons et les sangliers, et c'est une forte menace économique qui fait un peu trembler tous les pays du monde. Parce que si un élevage est atteint, il n'y a plus d'exportation des cochons. Donc cette maladie, elle est venue d'Afrique, mais elle a vous voyez, gagné du terrain en Europe depuis 2007 jusqu'à arriver en Belgique et puis plus récemment en Italie. Je n'ai pas la dernière carte, il y a 2 semaines en Italie. C'est une maladie donc, qui se transmet d'un sanglier ou d'un cochon ou d'un sanglier à un sanglier, soit par contact direct, soit, et c'est là où c'est intéressant, par contact avec son environnement, c'est-à-dire des denrées alimentaires, c'est-à-dire les eaux de surface, ou encore des véhicules contaminés, ou par l'intermédiaire des cadavres. L'hypothèse actuelle, c'est que cette peste porcine africaine, elle se répand en Europe par le déplacement de sangliers sauvages eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Les mêmes méthodes de lutte. Je vous le disais, il y a des milliers de kilomètres de grillages qui sont construits entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest pour empêcher le passage de sangliers. Et puis, il y a des mesures qui sont mises en place chez les chasseurs et les éleveurs pour éviter la transmission. Sauf qu'encore une fois, quand on met en place des mesures, il faut qu'on s'assure que c'est bien ça le déterminant qui amène cette maladie.
Et effectivement, dans le cas de la peste porcine africaine, on s'est en fait rendu compte, alors les sangliers ont probablement un rôle, les carcasses de sangliers aussi, mais on s'est rendu compte que les sandwichs au jambon blanc laissés sur les bords de l'autoroute ou jetés dans des poubelles que les sangliers pouvaient aller manger, en fait sont un vecteur de transmission. Et que la maladie, elle se propage tout autant autour des autoroutes qu'autre chose. Donc c'est assez important, vous voyez bien que là, le grillage ne sert plus à rien si finalement le problème vient des sandwichs qu'on jette au bord de l'autoroute. Autre chose qui est réfléchie en ce moment, hein, c'est une étude dans un laboratoire, c'est pas du tout l'hypothèse retenue, ça j'insiste. En fait, on se rend compte que le virus de la fièvre porcine africaine, il se transmet dans le sperme à la descendance d'un sanglier atteint. Et en fait, on sait que nos cochons en Europe sont essentiellement en lien avec de l'insémination artificielle et que dans ces centres d'insémination artificielle, on utilise des étalons sangliers. Pourquoi, je n'aurai pas forcément la réponse. Et que donc, si on utilise ça, et là, il y aurait un mode de propagation de la peste porcine africaine, vous le voyez, qui est encore très différent. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prouvé, mais c'est des gens qui travaillent sur ce risque-là. Bilan de ces approches biosécuritaires au sein desquelles l'approche One Health est depuis 20 ans, on voit qu'il y a des limites. Il y a des limites à ces approches. Et on voit qu'il y a une nécessité d'agir sur les vrais déterminants, d'agir pour lutter efficacement. Et c'est là où on va essayer, il y a une nécessité de renouveler les questions de recherche, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les questions sont un peu toujours les mêmes questions qui sont posées, et qu'il y a peut-être d'autres questions à se poser, notamment sur le rôle de l'environnement, sur le rôle de la transmission indirecte par contamination d'un environnement. Voilà, d'autres questions à poser. Donc, dernière partie, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour limiter les émergences infectieuses? Quel futur pour cette approche One Health? Donc, plusieurs auteurs travaillent, vous voyez, sur des petits diagrammes comme ça, où on voit qu'en fait, le One Health s'était déjà un peu éloigné de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire, ce qui était intéressant pour bien comprendre en complexité, mais qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin en étant un peu moins anthropocentré vers ce qu'on appelle l'écologie de la santé, en essayant d'agir sur les déterminants écologiques et les facteurs impliqués. Donc, l'écologie de la santé, c'est un concept qui est plus ancien que le One Health, mais qui n'a pas percé. Dans les années 80, il y avait déjà beaucoup d'études sur l'écologie de la santé, mais bizarrement, d'autres approches ont été préférées et l'écologie de la santé est restée un peu le parent pauvre. Et là, l'idée, c'est vraiment de revoir qu'est-ce que cette approche pourrait apporter de nouveau dans la lutte contre les émergences infectieuses. Cette approche, elle se nourrit beaucoup, comme son nom l'indique, des approches de l'écologie, de l'étude des écosystèmes, et puis des approches de l'évolution. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'être dans le temps long au lieu d'être dans le temps court. Elle est centrée sur les interdépendances et les interactions, sur les valeurs intrinsèques de la biodiversité, et pas forcément que dans une idée anthropocentrée. Et puis, bon, elle mobilise d'autres formes de savoir aussi. Juste deux exemples de perspectives écologiques qui nous semblent importantes d'amener dans la santé pour aboutir à d'autres approches. Donc, je vous l'ai dit, ce paradigme biosécuritaire, il est beaucoup basé sur le concept d'éradication, que ce soit d'éradication de maladies, de vecteurs, de nuisibles, de prédateurs. Et en fait, en écologie, il y a quand même ce principe de comblement de la niche écologique et qu'on peut observer dans deux situations qu'on va détailler. Le paludisme, par exemple, plusieurs études essayent d'éradiquer les anophèles, donc qui sont les petits moustiques qui sont responsables de la transmission, et notamment par lâcher de moustiques irradiés, de techniques de l'insecte stérile, on n'en parlera pas plus. Et en fait, on se rend compte que, dans cette étude au Kenya, que quand effectivement les méthodes de lâcher de moustiques modifiés permettent d'éradiquer telle espèce d'anophèle, ça marche. Le souci, c'est qu'on se rend compte que juste après, il y a une autre espèce d'anophèle qui est venue combler la niche et qui potentiellement va pouvoir transmettre le paludisme également. Donc notre mesure, elle est efficace, mais sur un temps très court et surtout, il y a un autre mécanisme qui se met en place. Autre exemple pour bien comprendre le mécanisme, la vaccination contre les pneumocoques. Les pneumocoques sont responsables d'otite, de méningite ou de pneumonie, notamment chez les enfants. Et il y a une vaccination très efficace, et je ne reviens pas du tout dessus, qui couvre par exemple 7 sérotypes vaccinaux de pneumocoques. Et en fait, on s'est rendu compte, après l'introduction du vaccin, aucun problème, c'est efficace. Et puis à un moment, en fait, ce sérogroupe-là disparaît. Par contre, il y a des sérogroupes qui apparaissent de pneumocoques dans les otites des enfants, qui ne sont plus les sérotypes couverts par la vaccination. Donc on voit encore une fois, c'est très efficace, mais si on prend le temps long et si on prend la mesure,
il faut qu'on réfléchisse un peu autrement. En plus, il y a une autre chose qui fait un peu bouger la science, c'est ce qu'on appelle le tournant microbien, qui met en évidence que les microbes ne sont pas nos ennemis. On s'est rendu compte qu'ils étaient nos alliés, qu'on en avait besoin pour à peu près toutes nos fonctionnalités, et qu'ils composaient nos milieux de vie, donc ça ne servait à rien de tenter de les éradiquer, qu'il valait mieux essayer de vivre en équilibre avec eux et d'aller vers des restaurations de ces relations avec les microbes. Et ça, c'est important aussi. Ça nuance un peu les logiques de contrôle et de maîtrise qui ont pu être mises en évidence. Et donc, en évoluant comme ça dans ces logiques écologiques, on se rend compte qu'en fait, les agents infectieux, si on prend l'exemple de l'ulcère de Buruli, qui est une pathologie en Afrique qui fait des gros ulcères cutanés, et chez les enfants notamment, en fait, on se rend compte que les agents infectieux, ils sont là depuis longtemps. Donc en fait, on ne peut pas forcément les considérer pathogènes. Vous voyez là, on voit en rouge les agents infectieux dans une zone forestière, un peu loin des habitations. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'histoire de cet écosystème? Déforestation qui favorise les précipitations, des inondations, et on voit que hop, la petite bactérie, elle commence à se rapprocher des humains. Et puis, les humains rentrent en contact et ça crée des maladies. Le but, c'est vraiment de se poser la question de est-ce que ce sont ces agents infectieux qui sont pathogènes ou est-ce que c'est les environnements qu'on a créés qui sont devenus pathogènes? C'est vraiment ça le but, et ça permet de relativiser certaines choses. Avec toutes ces approches-là qui étaient un peu plus philosophiques ou qui se nourrissaient d'autres choses, c'est pris en compte au niveau officiel et théorique, avec une évolution du cadre théorique de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale de la biodiversité et des services écosystémiques. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment quelque chose qui est à consulter. C'est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et en octobre 2020, ils ont sorti un rapport pendant le Covid qui s'intitulait « Échapper à l'ère des pandémies » et qui est un rapport absolument fondamental et qui, à mon sens, n'a pas fait assez de bruit parce qu'ils intègrent ces liens entre, pour la première fois, c'est vraiment validé par des centaines d'experts, ces liens entre perte de biodiversité, usage des terres, déforestation, modification de nos environnements et risques pandémiques. Ça promeut les interventions sur les écosystèmes comme politique de santé, et ça promeut cette écologie de la santé. Donc là, on va juste essayer d'aller un peu plus vers comment on pourrait faire évoluer les paradigmes pour prévenir les émergences. Donc vous avez vu tout à l'heure, on était sur une approche qui était centrée sur les agents infectieux. Là, le but, c'est d'aller vers une approche qui est centrée sur les milieux d'émergence. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher chaque virus pour essayer de faire un vaccin et un traitement, le but, ce serait plutôt d'essayer d'agir sur les déterminants de plusieurs maladies et d'éviter les émergences à la base. Le but, c'est également d'aller se centrer sur les interactions, on l'a vu, la complexité des écosystèmes, et on va le détailler. Certains auteurs parlent de ce qu'on appelle essayer d'obtenir la landscape immunity, c'est-à-dire une immunité paysagère, une immunité écologique, de restaurer les fonctionnalités des écosystèmes pour éviter les émergences. Alors, juste un exemple, pour le virus Nipah en Australie, sur cette photo, c'est un virus qui est transmis entre c'est le virus Hendra, entre les chauves-souris et les chevaux. Et en fait, ils se sont rendus compte que les épidémies arrivaient toujours avec une saisonnalité, les hivers sévères. Et ils se sont rendus compte que ces hivers-là, les chauves-souris n'avaient plus de nourriture et se splittaient en différentes colonies et allaient dans des villes et dans des endroits où elles n'allaient pas d'habitude pour consommer des fruits, et donc en favorisant les contacts avec les animaux domestiques ou les humains. Et donc ils se sont dit, mais pourquoi elles font ça? Parce qu'il n'y a plus leur habitat. Donc en fait, il y a des approches aujourd'hui en santé, j'ai dit bien en santé, qui sont basées sur le fait de reconstituer des habitats pour des espèces. Notamment là, ils ont planté des eucalyptus. Alors, je ne sais pas si c'est bien, je connais moins l'écosystème de l'Australie, mais ça fait des fruits et donc ça permet de redonner de la nourriture aux chauves-souris en hiver, même les années compliquées, et donc d'éviter qu'elles viennent contacter les humains. Le plus important à comprendre, voilà, c'est qu'on pourrait imaginer des interventions de santé basées sur les écosystèmes et la restauration des écosystèmes. Donc, bien sûr, il y a l'idée de renforcer les aires protégées, de restaurer ces écosystèmes. Je voulais juste mentionner que la plupart de nos espaces sont des espaces agricoles. Donc, c'est surtout ces espaces-là qu'il nous faut, en parallèle des aires protégées, restaurer et voir qu'est-ce qu'on pourrait amener dans ces espèces-là, restaurer ces espaces pour favoriser la biodiversité, l'inverse de ce qui a été fait depuis des décennies. Et puis, je vous l'ai dit, il y a l'importance de reconstituer des chaînes trophiques complètes au sein d'écosystèmes fonctionnels. Et pour ça, en santé,
il y a quelque chose d'intéressant, c'est le rôle des prédateurs, qui n'est pas forcément connu. Alors, prédateurs, ça peut être des chauves-souris, des hirondelles qui vont consommer des moustiques. Et donc, en faisant réaugmenter ces populations de chauves-souris et d'hirondelles, on essaye de faire une lutte antivectorielle un peu différente. C'est aussi des amphibiens qui vont manger les œufs et les larves de moustiques et donc permettre d'éviter leur émergence et donc de lutter contre les maladies vectorielles. C'est aussi, dans cet article qui étudie le rôle de différents prédateurs, c'est aussi par exemple le léopard qui, en Afrique, mange les chiens errants et donc diminue la rage humaine en éliminant les porteurs de rage. C'est aussi également les vautours qui jouent un rôle très important en éliminant toutes les carcasses d'animaux très rapidement. Et puis, sur une maladie dont on a parlé tout à l'heure, la peste porcine africaine, ici on est donc, qui atteint les cochons et les sangliers. Ici, on est en Slovaquie, qui est un pays fortement touché par cette maladie, dans les élevages de porcs. Et en fait, on se rend compte, si on fait un peu d'études géographiques, que les zones avec des épidémies chez les porcs ou chez les sangliers sont des zones sans meute de loup active, et que les zones avec meute de loup active n'ont pas d'épidémie. Et ça, dans d'autres études, ça a été montré. Les loups et les autres prédateurs ont une rapidité à l'élimination de carcasses infectées qu'aucun humain ne pourra, aucun chasseur en forêt ne pourra avoir. Et ça permet d'éviter de contaminer l'environnement et puis de limiter les maladies. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait, là on part plus philosophiquement, mais qu'est-ce que ça provoquerait des réensauvagements en santé, hein, c'est-à-dire l'atténuation des contraintes anthropiques, sortir un peu d'un rapport gestionnaire, d'un rapport biosécuritaire et favoriser les différents processus écologiques comme le retour de chaînes trophiques complètes pour laisser s'exprimer les potentialités du vivant et voir ce que ça pourrait apporter en termes de régulation des maladies infectieuses émergentes. Je voulais vous donner quelques exemples en pratique, mais je vois qu'il est 11h50. Je ne sais pas si je fais rapidement pour donner un peu une approche. Qu'est-ce que ce serait des approches d'écologie de la santé? En quoi elles sont différentes des approches One Health? Il y a Serge Morand, qui est un des principaux écologues de la santé français, qui travaille en Thaïlande, parce qu'il habite là-bas, qui a créé un observatoire socio-écologique. Et en fait, depuis 10-15 ans, il travaille à l'échelle d'une toute petite communauté où il fait participer les personnes et où en fait il étudie à la fois la santé humaine, la santé des rongeurs, la santé des chauves-souris. Il vérifie par des caméras trappes quels prédateurs, à quelle densité de prédateurs passent. Il étudie l'usage des terres, la déforestation, la reforestation, puisqu'il y a aussi des politiques de reforestation. Et il combine tout ça pour essayer d'étudier la santé d'un territoire dans le temps long. Et ça, ce sont des approches qui permettent de détecter un événement anormal et donc de prévenir de façon efficace les émergences. D'autant plus que ça crée une communauté d'acteurs et d'actrices sur un territoire qui ensuite sont plus facilement mobilisables un jour d'épidémie. Une autre approche de ce genre à laquelle j'ai pu participer, menée par Patrick Giraudoux dans le Doubs et le Jura, qui travaille sur l'échinococose alvéolaire, qui est une maladie parasitaire transmise par le renard et le chien. Ils ont monté un projet de temps long, 15 ans, ils ont réussi à se faire financer, pour étudier la prévalence de l'échinococose alvéolaire dans les fesses de renard, en comparant une zone où le renard est chassé et une zone où le renard est protégé, dans des écosystèmes similaires. Et donc l'originalité de cette démarche, c'est déjà le temps long et de permettre de baser sur des questions concrètes que se posent les préfets chaque année pour voir si on fait chasser le renard ou si on le protège. Et deuxièmement, c'est de faire participer tous les acteurs et actrices du territoire. Ils ont réussi à réunir les chasseurs, les agriculteurs, les écologues, les naturalistes, les chercheurs, pour travailler ensemble à récolter ces fesses de renard, ce qui permettra d'une part que tout le monde soit d'accord avec les résultats, puisque tout le monde aura participé, et d'autre part d'avoir tenté de créer une communauté qui d'habitude ne se parlait pas pour faire territoire commun. Je ne vais peut-être pas parler du reste. Ce qui est intéressant... Je peux continuer? Ah, super. Une dernière chose, puis après j'espère que je ne vous noie pas trop, mais je pense que toutes ces maladies, c'est important d'en parler parce que ce soit grippe aviaire, là celle dont je vais vous parler, c'est des maladies à risque d'émergence actuelle, donc vous aurez déjà une première vue. Une autre approche qu'on est en train de mettre en place cette fois-ci en Ardèche, c'est autour de la tique Yaloma marginatum, je vais vous montrer ensuite, cette petite tique aux pattes rayées, et de la fièvre de Crimée-Congo. Donc en fait, la tique Yaloma marginatum, c'est une tique normalement qui est avec la végétation méditerranéenne et qu'on n'avait pas en France. Ça fait que quelques années que cette tique remonte petit à petit. Hop, on le voit ici, elle a été trouvée, donc vous voyez les départements du sud de la France, et elle remonte jusqu'en Ardèche. Bien sûr, c'est le changement climatique.
la chaleur, le fait que les automnes sont plus longs et il y a des périodes chaudes plus longues qui leur permettent de faire leur cycle. Et puis aussi le fait que la végétation méditerranéenne, probablement, gagne aussi un peu du terrain avec le changement climatique. Et cette tique, elle est porteuse de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, ce qui est une maladie pas très rigolote, qui se transmet donc par la tique, mais également par les animaux qui en sont vecteurs. Elle fait son cycle chez des petits animaux de type hérisson et oiseaux, et puis chez les bovins. Et cette maladie, elle fait ces formes hémorragiques que vous voyez ici. Et en fait, c'est vraiment la préoccupation française actuelle, parce que d'une part, donc, la tique remonte dans le sud, avec une forte présence. D'autre part, on vient, il y a 2-3 semaines, de mettre en évidence le virus, qui n'avait pas été fait, sur le territoire français, dans les Pyrénées-Orientales, dans un élevage bovin. Donc c'est une nouveauté, parce qu'il y a des cas humains de cette fièvre hémorragique en Espagne et au Portugal, mais il n'y en avait pas en France. Donc là, ça devient, il y a la grippe aviaire, mais il y a aussi la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui sème un peu la panique en France. Donc le but, c'est de développer en Ardèche une approche territoriale. Pourquoi l'Ardèche ? Parce que c'est un des territoires frontières, c'est-à-dire un territoire où il y a cette végétation méditerranéenne, mais à la fois d'autres végétations en altitude. Parce qu'elle rassemble l'ensemble des animaux qui peuvent faire le cycle, c'est-à-dire à la fois des petits oiseaux qui nichent au sol, des bovins, des lièvres, des chevaux. Et le but, c'est de faire une étude à tous les niveaux de potentiel où peut sévir cette tique. Donc, on l'a dit, chez les agriculteurs, on va étudier la prévalence du sérum, de la maladie dans le sérum de bovins. Avec l'ALPO, on va rechercher les tiques chez les merles et les grives. Avec les chasseurs, on va regarder les tiques sur les sangliers, les chevreuils et les lièvres. On va regarder également avec la fédération équestre les tiques sur les chevaux. Et puis avec l'ARS pour surveiller la santé des humains. Et enfin, avec une participation citoyenne, en éveillant à la vigilance les personnes sur cette tique pour qu'elles le signalent. Le but de ces approches, vous le voyez, c'est de développer des collaborations entre acteurs qui ne se faisaient pas forcément et de permettre, en cas de crise, d'agir aussi plus rapidement. Voilà, le but, on va dire, c'est de promouvoir cette écologie de la santé comme paradigme de recherche et d'intervention. On l'a vu, ça modifie un peu les façons de penser, mais ça modifie aussi les façons d'agir. On voit qu'on peut agir sur un écosystème pour agir sur la santé. On peut ne pas passer que par les vaccins et les traitements. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces recherches, elles se passent au sein de zones ateliers. Vous en avez peut-être entendu parler, parce que ça étudie pas que la santé. Ces zones ateliers, c'est un concept du CNRS, de laboratoire à ciel ouvert, on va dire, qui est focalisé, donc vous le voyez, sur différentes zones en France, prenant en considération la pertinence d'étudier à l'échelle d'une région ou d'un bassin versant ou d'une zone écologique particulière. Et ces recherches, elles sont intéressantes parce qu'elles mobilisent déjà l'aspect territoire, mais aussi elles mobilisent le fait qu'il s'agit de recherche-action souvent. Les chercheurs qui vont vers là sont mobilisés pour aussi essayer de transformer les choses et de rendre compatibles les activités humaines, la biodiversité et la préservation. Juste un dernier mot, vous pourrez aller regarder sur un projet qui s'appelle Horizon Terre, qui est un projet qui vise à définir des scénarios alternatifs de recherche, en parallèle de ce qui s'appelle Horizon Europe, et qui est le grand financeur des recherches en Europe. L'idée, ça a été de rassembler des chercheurs, des associations et des citoyens pour définir ensemble quels pourraient être les scénarios alternatifs de recherche. Alors là, je vous montre en santé, mais c'est également en termes d'agriculture, d'énergie, d'habitat, et puis dans des croisements. Et le but, c'est de voir que les recherches actuelles sont parfois un peu toujours dans un même processus et qu'on peut imaginer avec les populations d'autres types de recherches. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais revenir tout en haut. Donc, je pense que votre exposé va susciter énormément de questions. Donc, on veut juste dire à toutes les personnes qui viennent du sud de la France, on a installé un centre de dépistage juste à la sortie de l'amphithéâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient d'être installé. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Alors, au milieu, voilà, là tout devant. Oui, il y a assez longtemps, une dizaine d'années après l'épidémie de vache folle, était paru un article, probablement dans Science, moi je l'ai lu dans la recherche, et qui expliquait que l'épidémie s'était déroulée, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire de la même façon que si on n'avait pas fait ces abattages en masse. Donc,
on est en train de refaire la même chose pour les grippes aviaires. Est-ce que c'est pas plutôt une protection politique qu'une protection contre l'épidémie? Je pose la question. Je réponds. Merci pour cette question. Je pense que ça traduit un problème, mais dont on est tous et toutes conscients, c'est que je parlais de durée, et les temporalités de la recherche et les temporalités politiques ne sont pas les mêmes. Et quand un décideur politique est face à une épidémie, par exemple pour les bouquetins là, dont je vous ai parlé, la brucellose, il faut agir en urgence. Il faut montrer aux gens qu'on fait quelque chose. Les agriculteurs ont dit « Ah bah oui, nous on a tué nos bovins, mais on ne tue pas la source qui sont les bouquetins ». Donc il y a cette panique généralisée où il faut agir. Et donc effectivement, dans ces moments-là, les politiques, ils sont là pour pas longtemps et ils doivent agir. Et c'est là où je ne sais pas comment on transforme ça, c'est vraiment des questions. Par contre, je pense que la recherche ne doit pas se mettre dans ces temporalités, enfin en tout cas, doit penser autrement, même s'il y a des urgences, et qu'on est là pour mobiliser ces autres disciplines. Et moi, je viens de la médecine, donc j'ai vu qu'on m'a jamais appris ces choses-là. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu surtout à former les médecins à ces approches-là. Et c'est en cours, il y a un master qui s'appelle médecine évolutionniste et médecine évolutive, qui est fait à Lyon et qui est très intéressant parce qu'en fait, pour reparler de l'antibiorésistance de tout à l'heure, c'est un master par exemple qui propose, et c'est des choses qui sont faites dans les hôpitaux à Lyon, quand il y a une épidémie multirésistante dans un service de réanimation par exemple, ils mobilisent l'évolution et ils disent « Ok, on va faire une jachère antibiotique de 7 antibiotiques qui est en cause de cette épidémie pendant un certain temps dans ce service et on tournera. C'est-à-dire qu'on ne met plus jamais cet antibiotique pendant 6 semaines et on voit ce que ça donne et ça marche. Il n'y a plus cette antibiorésistance. Donc, en fait, ces principes écologiques, évolutifs, ce temps long, il y a tout un tas de choses à redécouvrir pour essayer de changer les choses, notre manière d'approcher les choses. Après, politiquement, ce n'est pas ce qui se fait et je ne sais pas effectivement si ce serait acceptable en tant que personne politique. Je ne sais pas quelle mesure serait acceptable. Ça pose de grandes questions. Est-ce qu'il y a une autre question là devant, à gauche? Oui. Bonjour, merci pour votre exposé très intéressant. Moi, je me posais une question peut-être un peu naïve vis-à-vis de la vaccination contre la grippe aviaire. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'a priori, les vaccins contre la grippe classique humaine, on sait faire. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui expliquent que ce ne soit pas encore développé? Alors, en fait, il y a deux choses, parce que, par exemple, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a quand même... Parce qu'il y a d'autres pays qui vaccinent les volailles contre la grippe aviaire, et notamment en Asie, et nous, on ne le fait pas. Et là, la France va le faire, c'est en train d'être mis en place, et la France a reculé à le faire pendant longtemps, parce que quand on vaccine sa volaille, on ne peut plus l'exporter. Donc il y a encore tous ces enjeux économiques. Donc quand même, il y a une idée, c'est de vacciner les volailles pour éviter les abattages. Ça, c'est une part. Pour la vaccination des humains sur les grippes, c'est pas forcément mon domaine d'excellence, mais la vaccination de la grippe, c'est très compliqué parce que même la grippe saisonnière, vous savez, on vaccine, c'est un peu un pari, on vaccine pour telle souche virale, et en fait on n'est pas sûr que ce sera celle-là qui va arriver, donc il y a des années où le vaccin ne marche pas. Sur la grippe aviaire, je pense qu'il y a des vaccins en cours pour les humains. Après voilà, ils font des vaccins tout venant, mais j'ai pas plus d'informations là-dessus. Je pense qu'ils se préparent, puisque ça fait 2 ans qu'on dit que cette pandémie nous pend au nez, donc je pense qu'on se prépare, mais j'ai pas plus d'infos. Une question ici devant, là, à droite. Bonjour, Daniel Sefer. Bravo pour votre magistral exposé. Vous avez pu entendre avec l'applaudimètre la qualité de ce que vous avez fait. C'est remarquable, remarquable. Merci. Donc on a le droit d'applaudir encore. Merci. Serait-il possible d'avoir votre avis en ce qui concerne les zoonoses et la possibilité pour les professeurs de sciences de la vie et de la terre, qui sont une force vive de notre nation, d'amplifier la diffusion des connaissances concernant les zoonoses, notamment les parasitoses digestives? Par exemple, les parasitoses digestives, qu'est-ce qui vous... Ouais. Ne serait-ce qu'à travers les différentes contaminations et dans le domaine de la prévention.
Oui, mais vous avez des exemples de parasitose digestive qui vous semblent préoccupantes? Ça peut être les ascaridioses, le tyniasis, ça peut être les toxocorax canis, et ainsi de suite, ou catis. Ben, là, je vais être un peu limitée parce que malheureusement, je travaille sur les grandes maladies infectieuses émergentes qui nous font peur. Et... Non, je rigole, mais du coup, j'ai moins ce genre d'approche. Mais je pense que sur ces maladies-là, ça rappelle juste ces histoires de partage d'environnement avec les espèces, puisqu'on voit bien, le Toxocorax canis, c'est les animaux domestiques, de compagnie qui nous les transmettent. Mais j'aurais pas particulièrement quelque chose là-dessus. Ouais. Et par contre, je pense que effectivement, je trouve ça très important qu'il y ait des journées comme celle-ci. Et je vous disais, je pense qu'il y a peut-être à vos étudiants des choses aussi sur l'étude de ces controverses. C'est-à-dire que les bouquetins, par exemple, et la brucellose, c'est une vraie controverse scientifique. Ouais. Il y a d'autres controverses scientifiques comme l'utilisation de moustiques génétiquement modifiés comme lutte antivectorielle, qui sont des situations où je pense que c'est intéressant de mobiliser les élèves dans des exposés, les faire travailler sur les pour, les contre. Voilà, il y a quelque chose, à mon avis, d'important pour éveiller d'autres façons de penser. Pardon. Dans ma question, il y avait l'arrière-pensée des coopérations possibles avec non seulement les spécialistes de pathologie infectieuse, mais aussi, bien sûr, en parasitologie. Et si les professeurs de sciences de la vie et de la Terre, par l'intermédiaire de leurs responsables, pouvaient optimiser davantage, avec une meilleure écoute des sociétés scientifiques, les aspects de la prévention, je trouve que nous ferions, et j'insiste bien, c'est nous ferions en tant que nation un progrès significatif. Évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Et pour répondre juste un petit peu, donc vous le savez déjà, on a travaillé en collaboration, tout un système s'est mis en place au niveau de l'Université de Montpellier, avec l'étude de différents cas de recherche sur les thèmes de l'écologie de la santé que vous avez reçus normalement en établissement, avec des exemples concrets qui peuvent justement être utilisés pour pouvoir solliciter ces questions auprès de nos élèves, quoi. On en reparlera demain, les personnes responsables de cette publication seront là demain, on pourra en reparler. Au fond, là-haut, Rémi, oui. Bonjour. Dans votre exposé, vous avez présenté un graphique à composantes multiples dans lequel il y avait tout en haut à droite la santé de la planète. Et en fait, vous avez terminé sur les restaurations des écosystèmes, la renaturation, donc ça rentre complètement dans cette approche. Alors, en fait, tout votre exposé montre la complexité de ces approches. Et ça débouche automatiquement sur ce qu'on appelle les risques systémiques. Alors, là, j'en arrive à ma question. Le GIEC, puis des groupes de recherche ont mis en place des scénarios pour se projeter, pour prévoir ce qui va se passer. Il y en a un qui s'appelle les limites planétaires. Donc, dans ces concepts, on se pose le problème du basculement, c'est-à-dire le moment où on ne contrôle plus rien. Est-ce que dans vos approches, vous avez le même genre de concept? C'est très intéressant. Moi, je me demande si on n'est pas déjà dans ce moment où on ne contrôle plus grand-chose. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais j'en rigole, mais voilà, la période est quand même très, très compliquée. Moi, je me dis plutôt tous les jours comment ça se fait qu'on n'a pas une épidémie et une pandémie. Hein. C'est plutôt chaque jour que je me pose la question dans ce sens-là. La grippe aviaire, ça fait 1 an que je tremble. Bon, j'ai arrêté parce que ça ne sert à rien tous les jours, mais voilà, donc il y a quand même ce processus-là. Et je voulais vous dire autre chose sur la pensée systémique, sur le fait de ne pas contrôler. Oui, et donc en fait, on va dire que le but de ces approches, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est aussi peut-être essayer d'être moins gestionnaire. Alors ça rentre en complète contradiction avec effectivement les processus politiques. Et de ma part, c'est assez facile puisque je suis de loin... promouvoir des réensauvagements, des choses comme ça. Mais à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme pour le changement climatique et l'adaptation, par exemple, des forêts, où il y a beaucoup de personnes qui nous disent que c'est peut-être en les laissant plutôt en libre évolution et voir comment elles arrivent à s'adapter toutes seules face aux changements qu'elles vivent et en essayant de les laisser tranquilles, qu'on risque d'éviter les problèmes plutôt que d'aller transplanter des espèces du sud au nord et de vouloir gérer. Donc je pense qu'il y a essayé de vouloir transférer ces approches en santé humaine et de voir voilà, qu'est-ce que pourrait faire la nature, le vivant, et tout, si on lui laisse ses pleines potentialités. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est un peu le but de la démarche, d'essayer de voir, de diminuer les forçages anthropiques et d'essayer de voir
qu'est-ce qui se passe si on agit comme ça et si on mobilise ces perspectives écologiques et évolutives. Très bien. Oui, Ah, je voulais simplement poser la question des limites. Est-ce que vous avez approché la question des limites? Parce que le GIEC et d'autres groupes l'ont fait, c'est tout. Mais ce n'est pas une critique. Hein, oui, non, mais je comprends très bien, c'est hyper intéressant. Hein. Je ne sais pas si c'est formalisé sous la forme de limites. Il y a toutes les notions de tipping point, des choses comme ça, donc elles sont approchées. L'IBES dont je parlais, l'Institut gouvernemental, il parle de ces choses-là. Il faut regarder précisément, mais il parle de ces choses-là. Après, je trouve ça, c'est hyper important, mais je trouve ça aussi toujours un peu gênant parce que c'est aussi vouloir chiffrer le moment où ça va basculer, les choses comme ça. Je ne sais pas si c'est... Voilà, mais c'est sûr que c'est fait. Moi, pas particulièrement moi, mais c'est sûr que c'est travaillé. Merci. Il y a une dernière question en bas, à gauche. Alors, j'ai une première question, c'est que je n'ai pas bien compris le lien entre les restes alimentaires, le sandwich, le sanglier et la... Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plutôt une remarque, c'est-à-dire que nous, les générations conformes, ils ont 15 ans, donc ils arriveront aux décisions, à des mandats politiques, on va dire, si on prend une moyenne à l'âge de 40 ans, c'est dans 25 ans. Donc c'est beaucoup trop tard, en fait, pour diffuser la connaissance. Il faudrait la diffuser auprès des politiques actuelles. Oui. Très bonne remarque. Pour la première question, donc sur le sandwich, en fait, c'est que la peste porcine africaine, elle reste donc le cochon s'il est contaminé par un sanglier ou autre ou entre cochons, ça reste en lui, même quand c'est cuit, même quand c'est fumé, même quand voilà. Et donc ça veut dire que c'est assez fou parce qu'il y a beaucoup de voilà. Mais ça veut dire que le sandwich au jambon blanc laissé sur un bord d'autoroute qu'un sanglier va venir manger, parce qu'on sait que les sangliers, il y a même des panneaux en France, je ne sais pas si vous avez vu maintenant. Pour essayer de mettre dans une poubelle fermée. J'ai vu quelques aires d'autoroute où il y a ça. Pour pas que les sangliers ou d'autres animaux viennent manger et se contaminer avec... voilà, c'est un lien sur l'environnement. Et oui, non, c'est sûr, vous formez les plus jeunes et j'ai peur qu'à la vitesse actuelle, on n'en sera pas là. Après, on voit que les générations jeunes font quand même sacrément bouger les choses, que leurs paroles, elles portent en ce moment. Donc je pense plus on les éduque à ça pour pas qu'ils puissent gober certaines choses, plus c'est important. Et après, on essaye aussi d'aller... moi, je fais des cours à Maison Alfort, l'école vétérinaire. Et vous savez, à Lyon, là, vient de se créer à VetaGrosSup le cours One Health pour les dirigeants, les fonctionnaires d'État, pour essayer de les éveiller à ces pensées de la complexité et tout ça. Voilà, donc on essaye d'être un peu à tous les niveaux. Mais Très bien, merci.